La Russie a de nouveau attaqué le secteur énergétique de l'Ukraine. Les frappes ont provoqué des coupures de courant d'urgence dans plusieurs régions, y compris la capitale Kiev et sa région environnante. Les villes ukrainiennes sont visées par de nouvelles frappes de missiles ce matin, alors que Moscou célèbre la journée de la victoire, la fête d'État la plus importante de Russie. Nous commençons à Kiev. La ville de Kharkiv a longtemps été considérée comme l'une des cibles les plus importantes de Vladimir Poutine. En tant que deuxième plus grande ville d'Ukraine, située à seulement 30 km de la frontière, elle a été l'une des principales cibles que la Russie a tenté de conquérir lors de l'invasion de 2022. Même si la première tentative a échoué, le Kremlin n'a jamais abandonné son désir de contrôler cette région. En fait, la partie la plus critique du plan offensif de la Russie pour le printemps-été 2022 était concentrée sur ce front. Leur objectif était d'établir une zone tampon autour de Vovchansk. Selon Reuters et plusieurs analystes militaires occidentaux, la Russie souhaite protéger l'oblast de Belgorod contre les attaques d'artillerie et de drones de l'Ukraine, tout en s'approchant progressivement d'une position suffisamment proche pour bombarder Kharkiv. Vladimir Poutine croit que s'ils prennent la petite ville de Vovchansk, il sera plus facile de lancer des attaques terrestres contre la ville. Pour cette raison, la Russie est prête à payer un prix élevé. Depuis la fin de 2025, ils ont rassemblé une grande force dans la région, y compris la 69e division d'infanterie motorisée et les célèbres forces Akhmat de Kadyrov. Ils ont utilisé la tactique de l'infiltration de petits groupes et une pression d'artillerie incessante pour épuiser les forces ukrainiennes. Cette stratégie a 3 objectifs. Premièrement, empêcher l'Ukraine de transférer des forces vers Donetsk. Deuxièmement, gagner de nouveaux territoires dans l'oblast de Kharkiv. Troisièmement, montrer à la télévision russe qu'ils ont réussi à défendre leurs propres frontières. Mais d'avril à mai 2026, l'Ukraine a renversé la situation grâce à une contre-offensive intense. Vovchansk, qui n'est qu'à 5 km de la frontière, n'est plus une voie d'avancée pour la Russie, mais est devenu un front sanglant qui a bouleversé les calculs du Kremlin. Le héros de cette percée, c'est le 23e bataillon d'assaut de la garde nationale ukrainienne. Malgré la difficulté du terrain, ils ont réussi à nettoyer avec succès les positions défensives russes. Selon les déclarations officielles, c'est la première fois depuis de nombreux mois que l'Ukraine, longtemps restée sur la défensive, lance une contre-offensive significative dans cette région. Pour comprendre la difficulté de cette mission, imaginez à quoi ressemble le champ de bataille. Vovchansk est en ruine à cause des bombardements mensuels. Le terrain est miné, les bâtiments sont détruits et des drones surveillent constamment depuis le ciel. Dans de telles conditions, il est plus dangereux d'attaquer que de défendre, car il est sans facile pour l'ennemi de te repérer et de t'atteindre. Dans les vidéos publiées par le régiment, on voit des unités ukrainiennes, accompagnées de quelques volontaires étrangers venus d'Amérique latine, combattre dans des forêts denses et des maisons en ruine. Le résultat ? L'Ukraine a réalisé une avancée significative dans les environs. Staritsia n'est située qu'à 4 ou 5 km de la frontière russe. À cause de cela, les troupes ukrainiennes sont désormais à portée de frappe de la frontière russe. C'est la plus grande crainte de Moscou. À une distance aussi proche, l'artillerie et les drones ukrainiens peuvent désormais surveiller et attaquer directement l'autre côté de la frontière. La zone tampon rêvée par Poutine semble être devenue un grand piège pour sa propre armée. Donc lorsque l'Ukraine parvient à nettoyer une telle zone, elle ne gagne pas seulement du terrain. Ils réduisent les cachettes des forces russes, affaiblissent leur défense et les forcent à se replier vers des positions plus difficiles à tenir. En direction de Vilcha, la partie ukrainienne a également signalé que ses forces s'étaient dérapprochées du village et avaient repris certaines positions dans la partie sud-est de Vovchansk. Ce n'est pas une grande percée, mais mise bout à bout, le message est clair. Le plan de zone tampon de la Russie dans le nord de Kharkiv ne fonctionne pas comme Moscou le souhaite. Au lieu d'avancer continuellement, ils sont obligés de se défendre, de battre en retraite et de réorganiser leurs lignes. Et cela ne se passe pas seulement à Vovchansk. Dans d'autres parties du front nord-est, comme dans la direction de Kupiansk, l'Ukraine continue également de répondre à la pression russe par de petites mais successives contre-attaques. Car même si la Russie affirme qu'elle contrôle la situation, il existe encore des secteurs où l'Ukraine parvient à trouver des occasions d'attaquer, de reprendre du terrain et de perturber les plans de Moscou.
Alors que cela se passe au nord, la pression est encore plus forte dans d'autres parties du front, selon des observateurs indépendants, les attaques russes restant intenses dans les directions de Donetsk et de Zaporijia. C'est ici qu'on peut voir où la Russie veut concentrer ses forces, dans des zones qui pourraient ouvrir la voie à une avancée plus profonde. L'un des points les plus chauds est le secteur de Pokrovsk. Ici, la Russie essaie d'utiliser les positions qu'elle a prises pour étendre encore son contrôle sur le Donbass. Mais prendre un endroit n'est pas automatiquement une victoire stratégique, car entrer dans une ville est une toute autre histoire. C'est tout autre chose de l'utiliser pour anéantir la défense ukrainienne. Près de Pokrovsk, les unités ukrainiennes ont signalé le rassemblement de blindés, d'artillerie et de nouvelles troupes russes. Autour des positions capturées, cela signifie que la Russie se prépare à exercer une nouvelle pression. Mais à mesure que ses effectifs augmentent, ses besoins en approvisionnement augmentent également. Il faut du carburant, il faut des munitions, il faut des points de réparation, il faut des routes, des ponts, des entrepôts et des zones de rassemblement. Et c'est là qu'entre en jeu la stratégie de l'Ukraine. Ils n'ont pas besoin d'attaquer immédiatement chaque ville occupée pour compliquer la tâche de la Russie. Parfois, il suffit de frapper l'arrière de la machine de guerre. Quand la logistique est touchée, l'avancée ralentit. Quand la route d'approvisionnement est détruite, l'artillerie s'affaiblit. Quand le flux de carburant et de munitions est coupé, peu importe le nombre de soldats, il n'est pas facile de faire avancer l'offensive. C'est pourquoi des endroits comme Mariupol, même éloignés de la ligne de front, font toujours partie des combats. Mais si les drones et les frappes à longue portée atteignent les dépôts, les routes et les mouvements militaires derrière les lignes russes, cela signifie que la Russie n'est pas réellement en sécurité. Et c'est ça la situation dans son ensemble. Au nord, l'Ukraine empêche la mise en place d'une zone tampon. À l'est, elle fait face à une forte offensive russe dans le Donbass. À l'arrière du front, elle frappe la logistique qui alimente l'offensive russe. Autour de Mariupol occupée, la Russie fait face à un nouveau problème. Les troupes ukrainiennes ne sont pas encore revenues dans la ville elle-même. Pas encore de levée de drapeau ni de libération dans les rues, mais il se passe autre chose derrière les lignes russes. L'ISW indique que l'Ukraine utilise des drones de reconnaissance et d'attaque pour surveiller et frapper les routes d'approvisionnement russes dans les parties occupées de la région de Donetsk. Il existe également des images géolocalisées montrant des attaques contre des véhicules russes sur les routes utilisées pour entrer et sortir de Mariupol. Cela signifie que l'ancienne zone arrière de la Russie n'est plus tranquille. Autrefois, un chauffeur russe pouvait penser que le trajet vers le front était sûr, mais aujourd'hui, la situation est différente. Chaque camion, chaque véhicule, chaque convoi, chaque camion-citerne, ils peuvent tous être repérés par un drone. Parce que la ligne de front n'est pas seulement tenue par des soldats. Elle fonctionne grâce au carburant, aux munitions, à la nourriture, aux pièces de rechange, aux équipes de réparation et à un mouvement constant depuis l'arrière. Quand la logistique est perturbée ou retardée, l'artillerie s'affaiblit. Quand l'artillerie s'affaiblit, l'assaut ralentit. Quand l'assaut ralentit, l'élan se perd. Cela ne veut pas encore dire que l'Ukraine contrôle Mariupol, on en est encore loin. Mais le message est clair. Même les zones situées en profondeur dans le territoire occupé ne sont plus sûres pour les mouvements militaires russes. Et si l'on combine cela avec ce qui se passe au nord, le problème de Moscou devient encore plus évident. Dans la direction de Vovchansk, les forces russes sont obligées de se défendre après plusieurs contre-attaques ukrainiennes. Sur la ligne Pokrovsk et Donetsk, la pression russe reste forte, mais le coût humain est extrêmement élevé. Équipement et munitions. Au sud, ce sont les drones qui compliquent les routes d'approvisionnement derrière le front. Cela signifie que la Russie n'est pas confrontée à un seul secteur. Au nord, on empêche le plan de zone tampon. Au centre, chaque kilomètre d'avance coûte cher. Derrière la ligne, la logistique est à frapper. Donc même s'il y a des endroits que la Russie essaye continuellement de prendre, le récit d'une avancée ininterrompue n'est plus aussi simple. Il y a du progrès, oui, mais il y a un prix à payer. Et plus le temps passe, plus le prix de chaque mouvement augmente. Pour l'Ukraine, l'objectif maintenant n'est pas toujours une grande percée. Parfois, ce qui est plus important, c'est de ralentir l'ennemi, de perturber son approvisionnement et de l'obliger à disperser ses forces dans plusieurs directions. C'est là que la guerre des drones devient importante. Cela ne remplace pas toute une force aérienne. Mais cela permet de rendre dangereuses les routes, les dépôts et les convois qui étaient auparavant à l'arrière du champ de bataille. Dans la guerre moderne, l'arrière de la ligne de front est aussi devenu une ligne de front. Et c'est le plus grand changement pour la Russie.
Parce que si les camions sur la route de Mariupol doivent éviter les drones, si les positions près de la frontière doivent se préparer aux contre-attaques, et si chaque avancée dans le Donbass exige de grands sacrifices, cela signifie une chose. La machine de guerre russe continue de fonctionner, mais elle ne fonctionne plus sans obstacle. Et dans une guerre basée sur les positions, l'approvisionnement et le temps, parfois un simple retard, un convoi détruit ou une lisière reprise, suffit à changer le cours de la prochaine bataille. Alors que tout cela se passe sur les lignes de front, les méthodes utilisées par l'Ukraine façonnent l'avenir de la guerre. Lors de l'opération à Vovchansk, le 23e régiment d'assaut a combiné les tactiques classiques de l'infanterie avec l'utilisation de systèmes sans pilote. Des drones de reconnaissance cartographient chaque tranchée et chaque bunker. Des drones FPV attaquent dans les positions russes, tandis que les groupes d'assaut au sol avancent avec leur soutien. L'homme et la machine ont collaboré à chaque étape de l'opération. C'est l'une des mises en œuvre les plus réussies du modèle de défense active et de contre-attaque locale développé par l'Ukraine en 2026. L'Ukraine déploie également de nouveaux systèmes de défense assistés par l'IA sur le champ de bataille. Les drones à fibre optique, contrôlés par des câbles physiques et immunisés contre les systèmes de guerre électronique russes, deviennent de plus en plus courants sur les lignes de front. Des tourelles pilotées par l'IA sont également en cours de test pour détecter et abattre les drones russes, et les robots terrestres ne sont plus seulement du matériel expérimental. Plus de 24 500 missions robotiques ont été menées au premier trimestre de 2026. L'Ukraine ne se contente pas de lancer des contre-attaques, elle transforme également la technologie même de la défense et de l'offensive. Alors qu'est-ce qui reste à Vladimir Poutine ? Son projet de zone tampon à Kharkiv s'est déjà effondré. Les forces du Nord ont été contraintes de se défendre et n'ont pas pu sécuriser leur arrière. Mais la Russie reste dangereuse et Vladimir Poutine a encore quelques cartes à jouer. L'offensive d'été. Le renforcement des forces de la 90e division blindée autour de Pokrovsk et dans le secteur d'Orekhiv montre que la Russie prépare une grande offensive dans la région de Donetsk cet été. La logique du Kremlin est simple. Compenser les revers subis au nord en prenant du territoire au sud-est. Mais cette offensive suivra toujours le même modèle d'usure. Des milliers de soldats, des centaines de véhicules, un nombre énorme de pertes juste pour gagner quelques kilomètres carrés. Et le réseau de drones de l'Ukraine, qui se renforce chaque jour, ne fera qu'augmenter ce coût. Mobilisation. Depuis plusieurs mois, le Kremlin essaie de combler le manque de soldats en appelant discrètement les réservistes. Mais il craint de déclarer une mobilisation générale. La mobilisation partielle de 2022 avait conduit à une fuite massive et à des manifestations. Poutine pourrait être contraint de jouer cette carte. Mais s'il le fait, le chaos éclatera au sein même de son pays. La guerre énergétique. La Russie a attaqué systématiquement les infrastructures énergétiques ukrainiennes ces 3 derniers hivers. La même stratégie est prévue pour le hiver 2026-2027. Détruire les systèmes de chauffage et d'électricité de l'Ukraine afin de forcer les civils à se rendre. Mais l'Ukraine a renforcé sa défense après chaque hiver. Et les alliés occidentaux accélèrent également l'envoi de systèmes de défense aérienne. Diplomatie. Vladimir Poutine utilise Donald Trump pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu et de négociations. Il transmet le message que nous avons l'avantage. Mettons-nous d'accord maintenant. Mais la réalité sur les lignes de front contredit cela. Tant que l'Ukraine ne recule pas et que le soutien occidental continue, la carte diplomatique de Vladimir Poutine restera faible. Et la 5e carte, la menace nucléaire, reste toujours un moyen d'intimidation. Mais elle perd peu à peu de sa crédibilité chaque jour. Cela fait 4 ans que le Kremlin brandit cette menace. Mais il ne l'utilise pas, car les conséquences seraient encore plus graves que de ne pas s'en servir. En conclusion, toutes les cartes dans la main de Poutine sont soit dangereuses, coûteuses ou inefficaces. La zone tampon au nord s'effondre. La logistique au sud est attaquée. Et la guerre d'usure au centre épuise la force de la Russie, tout comme la patience du peuple s'épuise aussi. Le Kremlin peut encore attaquer, il peut encore causer des dégâts, mais il ne peut plus avancer dans la direction qu'il souhaite. En bref, la Russie essaie désespérément de redessiner la carte dans une seule direction. Mais la ligne de front ne suit pas toujours.
Il est peut-être trop tôt pour dire que c'est le véritable tournant de cette guerre, mais une chose est claire maintenant. L'idée de Vladimir Poutine que le temps joue en sa faveur s'effrite peu à peu au fil des semaines. Pour Vladimir Poutine, Bobchansk n'est pas simplement un village ordinaire. C'est la porte d'entrée vers Kharkiv, une zone tampon dans son esprit et une question d'honneur. Cette porte est maintenant fermée, non pas au nez de l'Ukraine, mais au nez même de Vladimir Poutine. Alors, quelle était votre opinion à ce sujet ?